Effectivement, nous sommes en direct du Salon des maires à Porte de Versailles avec Philippe David. Ça va mon Philippe? Ça va très bien. C'est passionnant cette émission. C'est passionnant, oui. Absolument. On est en excellente compagnie. Ah, oui. Ouais, on est très bien accueillis par les architectes. La présidente est extrêmement sympathique. Elle a des biscuits qui méritent vraiment le déplacement. Entre autres. Merci. Mais parlez plutôt du stand que des biscuits. Les biscuits, ça attire du monde, vous savez. Ouais. On va en parler des actions avec vous. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Sophie Gauguin, vice-présidente de la région Normandie et maire de Dozulé. Et Christine Lecomte, que vous venez d'entendre, présidente de l'Ordre des architectes. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Et le ministre du Logement, Patrice Vergret, a présenté hier les conclusions d'un rapport de Mathieu Hanotin, qui est maire PS Saint-Denis, et Michel Lutz, maire LR de Mulhouse, qui vise à renforcer la lutte contre l'habitat indigne, qui représente 500 000 logements en France. Les rapporteurs vont pouvoir trouver une solution assez radicale, l'expropriation des propriétaires de logements considérés comme indignes. Oui, 500 000 logements indignes en métropole et 100 000 en outre-mer d'après la Fondation Abbé Pierre. Alors on se pose cette question, est-ce qu'on peut décemment raser des appartements ou des maisons indignes alors qu'il y a déjà une crise du logement et que beaucoup de gens, vous me passerez l'expression un peu triviale, galèrent pour arriver à se loger? Est-ce que pour vous, il va falloir obliger les propriétaires à mettre les logements à niveau pour pouvoir les relouer, mais c'est déjà en partie le cas? Faut-il exproprier les propriétaires d'habitat indigne? Vous dites non à 59% sur Twitter. Et notre invité pour en parler, Guillaume Hult, est avec nous, député Renaissance du Val de l'Oise. Bonsoir, merci d'être avec nous. Tour de table d'abord des vraies voix avec vous, Christine Lecomte, déjà sur ces logements aujourd'hui indignes. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Il y a un vrai constat, 400 à 420 000 logements en métropole et 100 000 en outre-mer, et on les oublie souvent, mais il y a des vrais besoins en outre-mer. Et ces logements en fait indignes, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas été assez entretenus. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est vraiment de donner les outils pour pouvoir mieux réhabiliter, mieux rénover et accompagner les copropriétés qui sont dégradées. Et c'est ça qui se joue en ce moment, et c'est essentiel par rapport à cette politique du logement. Sophie Gauguin, vous qui êtes maire et vice-présidente de région, pardon. Oui, je pense qu'il faut accompagner les propriétaires parce que le fait de ne pas rénover, c'est souvent un problème pour beaucoup d'entre eux. Je parle de ce que je connais, les petits logements. C'est un problème de connaissance des aides, de la complexité du système pour pouvoir y accéder. Et puis après, je pense qu'il faut rentrer dans des phases de médiation aussi où le maire peut inviter à prendre ses responsabilités quand la situation est trop dégradée. Philippe Bilger. Pardon de faire le propos du vieux magistrat, comme il y a des vieux combattants. Non, pas vieux, ancien magistrat, mais pas vieux. Oui, mais parfois vous m'avez renvoyé dans les siècles précédents. mais sérieusement, j'ai connu dans mon premier poste à l'instruction une affaire qui m'avait passionné parce que je voyais une personne âgée qui, en effet, vivait dans un logement objectivement indigne, mais qui lui était très attaché et qui ne voulait pas être exproprié. Ça a été un drame pour elle, une véritable tragédie, et je peux comprendre l'intérêt de votre sujet, évidemment, et le fait que ça n'est pas simple de trancher entre l'obligation d'éradiquer les logements indignes et parfois de respecter des désirs qui nous paraissent saugrenus, mais qui sont profondément ancrés chez les gens. Guillaume Hult est avec nous, député Renaissance du Val d'Oise. Déjà, pour qu'on comprenne bien et qu'on encadre bien ce mot, que veut dire un logement indigne? C'est bien un des sujets, c'est que quand on parle de logement indigne, il y a plein de définitions qui se juxtaposent. On va le logement, et d'ailleurs, pour répondre à votre question, oui, parfois il faut absolument faire tomber les immeubles qui sont changer de micro, oui. Change de micro. Parfois, il faut absolument faire tomber les immeubles parce qu'ils sont dangereux. On a connu ça à Marseille, évidemment. On a connu ça dans la rue d'Aubagne. On a connu ça dans le nord de la France. C'est-à-dire que parfois, quand c'est trop dangereux, quand les immeubles sont en péril, ça tombe. Et donc là, il faut mieux en effet les détruire avant qu'ils ne tombent. Et parfois, on y est obligé. Ce qu'est un logement indigne, c'est compliqué. C'est quelque chose
enfin, il y a une chose qui nous permet d'avoir un repère, c'est ce qu'on appelle le décret d'essence. Il faut qu'il y ait le couvert, il faut qu'il y ait un minimum d'aération, il ne faut pas qu'il y ait de nuisibles ni de rongeurs qui soient là. Bref, il y a ainsi une demi-douzaine de caractéristiques. Donc il faut pouvoir s'en occuper. Et je reprends ce que disaient les consoeurs juste avant, les intervenants juste avant. Il y a autant de situations de logements indignes parfois que de bâtiments, mais surtout il y a des situations de propriétaires. Vous avez raison, monsieur. En l'espèce, il y a des gens qui sont des personnes âgées qui restent dans leur logement. Elles n'ont pas tout à fait conscience d'ailleurs parfois de l'état de leur logement, et il faut les accompagner, y aller derrière. Et puis il y a aussi les propriétaires occupants qui sont des gens des propriétaires bailleurs qui sont un peu perdus dans le jungle des ailes. Mais il y a aussi des méchants. Il y a aussi des gens qui volontairement n'entretiennent pas. Il y a des gens qui sont des marchands de sommeil, et ceux-là il faut les sanctionner, il faut les poursuivre. C'est pas si simple, et parfois c'est même très compliqué parce que justement on n'arrive pas complètement à définir un logement indigne, mais il faut être extrêmement rigoureux parce qu'ils exploitent véritablement la misère humaine. Oui, notre patrimoine bâti, c'est notre héritage, donc effectivement il faut l'entretenir, et ce qu'on a un petit peu oublié collectivement, c'est d'entretenir les cœurs de ville. Et souvent quand il y a un peu de vacances, en fait, l'entretien et la gestion se fait moins, et après on peut avoir effectivement des logements indécents. Et donc là il y a un vrai sujet qui est notamment, et dans le rapport qui a été remis au ministre, 2-3 propositions notamment d'accompagnement des copropriétaires pour avoir plus de pédagogie et aussi avoir des diagnostics de structure, c'est-à-dire qu'on sache à peu près tous les 10 ans l'état en fait de la structure du bâtiment, ce qui est la base en fait, parce que en 10 ans il peut y avoir des travaux à l'intérieur des appartements, il peut y avoir des dégâts des eaux qui vont affecter la structure et donc et l'affaiblir, et donc globalement il y a un vrai enjeu à travailler là-dessus. Pardon, hein, mais vous disiez, monsieur le député, il y a quelques instants que c'était difficile d'y donner une définition, mais est-ce qu'on ne peut pas encadrer définitivement? Est-ce qu'il n'y a pas un socle avec vous disiez qu'il y a 12 points, est-ce qu'on ne peut pas plus l'encadrer? Alors, moi je considère que le socle, c'est ce qu'on appelle le décret d'essence de 2002, et j'ai déposé une proposition de loi d'ailleurs, de toute façon, qu'il y ait un contrôle technique du logement. Alors ça défrayait beaucoup la chronique, mais c'était un peu par analogie aux voitures. C'est-à-dire, on n'a plus trop de circuits roulants sur nos routes parce qu'on a aussi fait ce contrôle technique. Quand il y a un habitat qui est très dégradé, et ben, en fait, celui qui en pâtit, c'est d'abord l'occupant, parfois propriétaire, parfois locataire. Moi j'ai fait un rapport en 2019 pour le Premier ministre Édouard Philippe à l'époque, et ce que j'ai remarqué, c'est que quand on signalait aux propriétaires les désordres, très souvent, et qu'on les accompagnait pour avoir des aides, c'était des gens de bonne foi qui le faisaient. Et puis après, encore une fois, il y a des fois où c'est beaucoup plus compliqué, et là, en effet, il faut intervenir. Sophie Gauguin, est-ce que dans votre belle ville de Dozulé, vous voyez, on lui fait de la pub, hein, oui. Est-ce que vous avez déjà été confronté à ce type de personnes peu recommandables, de marchands de sommeil, par exemple? Alors, il y a les deux, hein. Oui, évidemment, et le maire, c'est le médecin généraliste de la commune, donc c'est vers lui qu'on se tourne. Alors parfois on essaye de résoudre le problème sur nos propres logements, mais c'est pas toujours facile non plus en fonction de l'occupant et du statut de l'occupant qu'on a. Moi j'ai un cas très concret où j'ai dû en référer au juge des tutelles par exemple. Et puis vous avez les propriétaires, alors ceux qui sont attentifs au dialogue que vous voulez créer avec eux pour les accompagner, et puis ceux qui ne vous répondent pas. Et là c'est plus difficile, mais il faut rien lâcher, mais effectivement c'est récurrent, et il y a quand même pas mal de soutien dans l'accompagnement aujourd'hui. Après, il faudrait peut-être qu'il soit un petit peu plus souple. Et au moment des ventes, moi j'insiste beaucoup, le moment qui permet de faire un diagnostic, on le sait, c'est au moment de la vente, et je crois que là il y aurait quelque chose à renforcer à ce niveau-là. Christine Lecomte, soyons clairs, ces logements totalement insalubres, dans une copropriété, est-ce que les copropriétaires peuvent se retourner? Comment ça se passe? Parce que vous mettez quelque part en péril la totalité de l'immeuble. Là, on parle vraiment de logement indigne en copropriété. C'est pas du tout pareil que sur du logement individuel. Sur la copropriété, de toute façon, la plupart du temps, il va y avoir des alertes, parce que si vous avez 1 ou 2 ou 3 copropriétaires qui ne veulent pas voter les travaux, vous allez vous retrouver dans une indécence très rapidement. Et donc, l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment la pédagogie et l'accompagnement. Donc, il y a des collectivités qui s'y mettent, il y a des architectes pour accompagner ces collectivités. Nous, ce qu'on voit, c'est que les blocages se font quand on donne un devis aux copropriétaires en conseil syndical en leur disant vous devez payer tant. Ça marche pas, parce qu'en fait on leur met devant le chiffre sans leur expliquer en fait ce que ça va faire. Donc il y a un fort accompagnement à faire, ce qui est logique, une démarche, et ça en fait c'est quelque chose qu'il va falloir fortement accompagner. Dans le rapport Lutz-Hanotin, nous on en a parlé, parce qu'on a dit il y a cet accompagnement qui est nécessaire. C'est le travail que l'on fait en tant qu'architecte, d'accompagner et d'expliquer ce qu'on va faire comme travaux pour un meilleur gain de cadre de vie.
Guillaume Vultet, est-ce que finalement, au bout de combien de temps on se dit qu'il faut à un moment donné, il faudra aller jusqu'à l'expropriation de ce propriétaire? Il y a déjà des règles qui existent parce que le maire, quand il constate le péril d'un immeuble, il peut enclencher des travaux d'office. D'ailleurs, c'est une des solutions que moi je voudrais, mais ça je pense que la maire vous allez pouvoir aller. C'est long pour obtenir le péril, c'est très très long. Et c'est coûteux. Et c'est coûteux parce que le maire doit engager, ou la maire, pardon, excusez-moi, doit engager des frais et ensuite se rembourser sur le propriétaire. Et c'est très compliqué. Donc il y a cette situation d'expropriation. Il y a aussi des situations où on doit pouvoir confisquer les biens des marchands de sommeil. C'était prévu par la loi Elan. Là aussi c'est compliqué. Je remarque que le rapport de Mathieu Hanotin et de Michel Lutz et le projet de loi qui est en préparation de la part du ministre prévoit de simplifier les procédures en la matière. C'est une très bonne chose. Moi je propose qu'on fasse ce qu'on appelle des baux réhabilitation d'office, c'est-à-dire qu'on puisse, entre guillemets, faire en sorte de prendre la propriété, de faire les rénovations et de se payer au fur et à mesure sur des loyers. Mais à chaque fois ce sont des trucs très complexes, à chaque fois ce sont des dispositifs complexes, mais qui sont nécessaires, parce que si c'est pas le propriétaire et la collectivité qui aident, à la fin c'est encore une fois l'occupant qui en pâtit. Alors est-ce qu'il y a des régions où effectivement les logements méritent encore plus qu'ailleurs finalement d'être rénovés? Est-ce qu'il y a des régions entières aujourd'hui qui souffrent de ces problèmes de rénovation? Alors, je ne vais pas parler forcément d'une région parce qu'en fait, ça dépend vraiment de la manière dont sont habités les logements. Mais prenons par exemple des villes qui ont subi une reconstruction massive après la Seconde Guerre mondiale. En fait, elles ont des typologies bâties qui sont toutes pareilles. Et en Normandie, il y en a plusieurs. En Normandie, il y en a plusieurs, mais il y a aussi Brest, Saint-Nazaire, oui, Lorient, Dunkerque. Voilà. Donc on a toutes ces villes. En fait, elles ont des qualités et des caractéristiques assez similaires dans la façon dont les copropriétés sont gérées. Et on pourrait avoir ces particularités pour travailler ensemble entre collectivités. En fait, le rapport Lutz-Hanotin, il donne à peu près 4 axes, dont 3 sont vraiment à mon sens très importants. Un qui est sur le pouvoir d'agir des collectivités pour pouvoir agir mieux. Un autre qui est sur la façon dont les acteurs privés peuvent agir pour accompagner. Et le dernier, c'est vraiment sur justement cet accompagnement et cette protection des habitants. Et en fait, c'est des outils qui doivent gérer ces 3 axes-là principalement, parce qu'en fait, c'est là où il y a aujourd'hui des écueils. Mais une question que je me pose, monsieur le député, vous avez parlé, Guillaume Vuittet, du contrôle technique, on va dire, des voitures, qu'on a vu les drames à Marseille, des immeubles qui se sont effondrés. Comment est-ce que ça peut arriver en France au XXIe siècle? Parce que c'est la chose qu'on n'imaginait même pas. Ça peut arriver parce que parfois il y a une négligence coupable de ceux qui sont propriétaires et qui logent les gens n'importe comment. Après, c'est la justice dans mais là, c'est carrément un immeuble. Parce que vous savez, quand vous avez des parties communes qui sont pourries, quand vous avez des structures qui sont pourries, au bout d'un moment, oui, ça tombe. Et c'est pour ça que je reviens à votre question initiale. Parfois, oui, il faut détruire. Et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que si on était intervenu plus tôt, on aurait pu sauver les immeubles. Et ça, ce serait important. Vous posiez la question des régions qui sont vraiment touchées. Et vous aviez cité au début un chiffre. On cite des chiffres, très souvent se doit mouiller, les chiffres donc on estime là-dessus. C'est la Fondation Abbé Pierre. Je sais, mais je sais très bien comment ils font leurs chiffres. Mais comme le fait d'ailleurs l'État, c'est qu'on estime quels sont ce qu'on appelle le parc privé potentiellement indigne, c'est-à-dire là où il y a des gens pauvres dans un habitat ancien, et on se dit, l'État dit il y en a un tiers qui est indigne, et la Fondation Abbé Pierre dit il y en a la moitié. Comme il y a 1,2 million logements dans cette situation, un tiers ça fait 400 000 pour l'État, et 600 000 pour la Fondation Abbé Pierre. Mais la réalité est là. On sait identifier les îlots, et là il y en a un peu partout, il ne faut pas se leurrer, en particulier dans les cœurs de ville, vous le disiez avant, et puis il y a des régions qui sont sinistrées, et on le sait, c'est l'outre-mer. Là pour le coup, il y a quelque chose de tout à fait structurel sur les outre-mer. On en parlera mais c'est dû à quoi? Philippe Bilger veut réagir, pardon. Est-ce qu'en général, les rapports que vous entretenez pour les contentieux, c'est correct avec les juridictions ou pas? Ou est-ce que c'est très lent? Comment ça se passe? Sophie Beaugré, tiens, par exemple, vous avez dit un arrêté de péril, pardon, c'est très long. Parce que vous voyez mon profil. Un arrêté de péril, c'est très long, c'est quoi très long? Mais c'est long parce qu'en plus, en fonction de la taille de la commune, on n'a pas tous les mêmes services juridiques pour vous accompagner dans une telle procédure. Nous, on est 3. D'abord, il faut faire des marches apprenantes, aller voir sur place, envoyer des courriers avec accusé-réception aux propriétaires. Donc les grandes villes ont les moyens d'être soutenues dans ces démarches-là. Quand vous êtes maire d'une commune rurale, si vous avez envie de bien faire, c'est compliqué. Et pour répondre sur votre question vis-à-vis des juges, non mais je préfère ne pas vous répondre parce que pour qu'on me réponde,
répondre, j'ai dû communiquer dans la presse. Vous auriez été désagréable. Exactement, et je n'ai pas envie de l'être avec vous, cher Philippe. Je ne peux pas le croire. Non, mais plus sérieusement, c'est compliqué, et aussi parfois parce que les personnes qui occupent ces logements n'ont pas tout à fait les moyens ni l'envie qu'on les repère, parce que en ce moment on est en train de discuter, je suis arrivé, ça ne se voit pas à l'antenne, mais je suis arrivé un peu ric-rac en termes d'horaire, parce que j'étais à l'audition de Gérald Darmanin sur le projet de loi immigration en commission des lois. Et bien sûr, il y a des petits sujets, mais il y a des tas de gens qui sont en situation régulière, qui sont logés par les marchands de sommeil, et bien sûr ces gens-là, ils n'ont pas très envie d'aller pousser la porte d'un commissariat pour dire, et c'est peut-être d'ailleurs, on va peut-être trouver une solution là-dedans. Et puis ensuite, dans les propositions du rapport, il y a aussi le fait d'avoir des magistrats référents, parce que c'est un droit qui est complexe, et je peux vous garantir que les marchands de sommeil, ils ont des avocats extrêmement retors. Oui, vous voulez réagir, Sophie Gauguin? Non, je voulais juste poser la question de dire, effectivement, on parle aujourd'hui des propriétaires. Est-ce qu'il y a des mesures mises en place pour les locataires, en fait? Parce qu'une fois que les locataires, une fois qu'on a exproprié tous ces propriétaires, une fois qu'on a mis en place des choses, est-ce que finalement le locataire aujourd'hui qui est victime se retrouve pas à la rue? Comment on fait? Comment ça se passe? Non, oui. Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des locataires abusifs aujourd'hui avec la question des squats, et que l'équilibre sur le respect du droit de propriété doit être regardé des deux côtés. Et c'est bien les dégradations sur les biens loués. C'est bien pour ça que mon collègue Guillaume Casparian a fait voter une loi là-dessus pour pouvoir aussi protéger les propriétaires quand il y a des locataires indélicats, et je trouve ça normal, hein, il ne s'agit pas de dire cela. Il y a, quand il y a des procédures d'obligation de travaux, quand il y a des procédures qui conduisent des propriétaires à faire des travaux, il y a une obligation de relogement, et il y a ce qu'on appelle la conservation des loyers, qui fait que le loyer peut être utilisé pour loger la personne qui doit être mise en dehors de son logement pendant au moins le temps des travaux, et pour sauvegarder l'immeuble. En tout cas, on se dit forcément, Christine Lecomte, quand on entend tout ça, qu'il y a beaucoup de travail pour les architectes aujourd'hui, et cette relation avec les maires justement et les architectes est primordiale aujourd'hui. Bah oui, c'est primordial de réfléchir en amont, en fait, parce que c'est un sujet qui concerne une parcelle, un immeuble, mais des fois c'est un sujet qui concerne un quartier ou un bout de ville, et c'est là où en fait il y a toute une implication à avoir en amont pour avoir une stratégie. On va pas rénover tout d'un coup, on va devoir y aller par strate, on va peut-être à un endroit se dire bah là c'est effectivement en très mauvais état, et si on retire cette partie-là, on va redonner un peu d'espace vert derrière. Donc c'est vraiment faire du projet de territoire, comme disait le maire de Murol tout à l'heure, et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Vuilletet, d'avoir été avec nos députés Renaissance du Val d'Oise.